d'appel seulement, nous fêtons le printemps. Les fleurs du mal bourgeonnent, on entend déjà le vent de la censure, le procès renaît de ses cendres. Lydia, ce soir, ce n'est pas ton autel que nous sanctifions. Ce soir, tapis dans l'ombre au milieu de ton peuple, toi aussi tu frémis d'impatience, toi aussi tu frissonnes d'excitation. Aujourd'hui, c'est à toi de t'incliner devant tes maîtres. Ils auraient pu inverser le sens de l'histoire, ils bouleverseront en tout cas notre soirée. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir pour plaider la cause de Baudelaire, maître Marc Bonan, ancien bâtonnier du barreau de Genève. Dans le rôle du procureur, l'impérieux, le tempétueux, maître Bertrand Perrier. Mais rassurez-vous, le glaive de la justice est entre de bonnes mains. Le tribunal sera présidé par maître Olivier Schnerb, accompagné de ses deux assesseurs, maître Jean-Luc Leroy et monsieur Hubert Delery. Au nom de l'association Lysias Parien, merci à tous pour l'immense honneur que vous nous faites d'être présents ce soir. Merci également à monsieur le président de la première chambre de la cour d'appel qui a bien voulu nous accueillir dans ce temple de la justice. Et merci à vous d'être venus si nombreux savourer avec nous le parfum des nuits. Mais il n'est plus temps de jeter des fleurs, l'épineux procès fleurit à nouveau sous nos yeux. Vos iris reflètent déjà l'image de ses protagonistes. Tournesol, je vous rends les soleils de la soirée. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le procès des fleurs du matin. Qui va contextualiser le procès dans ce... Voilà. Merci, Monsieur le Président, Monsieur les juges. Il y a eu une distribution inéquitable des rôles. Je serai tout à l'heure chef de sang en mission de faire un peu mieux. Et je suis maintenant simplement le récitant qui vous raconte pourquoi ce procès, quel est son intérêt d'aujourd'hui, et peut-être pour ceux d'entre vous qui ne vivent pas avec le 19e siècle chaque jour, vous raconter deux ou trois choses pour dire le contexte comme vous le suggérez. Alors pourquoi l'intérêt que nous portons? Même si nous ne sommes pas des baudelairiens, si nous n'avons pas le goût de ce que Léon Baudelaire fait, ce bête du 19e siècle, partiellement injustement, pourquoi est-ce qu'un procès littéraire peut intéresser cette promesse de l'aube, cette jeunesse? Tout simplement parce que il y a une histoire des poètes en prison qui a été écrite, de Villon à Rudebeuf à Brasilia, qui a été écrite. Il y a une histoire des livres interdits depuis les premiers papyrus, les parchemins, même les tablettes d'argile. Il y a l'histoire de la censure. Et en creux de cette histoire, c'est l'histoire inévitablement des mœurs, de la sensibilité, mais plus gravement de la liberté et de ses limites. On pense que la censure appartenait à des temps révolus. Je vous rappelle qu'au XIXe siècle, avec les caricatures de Gilles, notamment, elle apparaît sous les traits d'Anastasie. Il n'y a pas de déesse de ce nom, je le sache, en fréquentant régulièrement le Grimal. Mais il y a, pour ceux qui sont sensibles aux étymologies, aux étymons, Anastasie, c'est que l'étymologie soit grecque ou latine, celle qui ne meurt pas. Cette idée que la censure est en perpétuelle résurrection, on la croit morte, on s'en réjouirait, d'autres le regretteraient, mais voilà qu'elle réapparaît sous d'autres formes, c'est en quelque sorte l'hydre de l'herbe, le 8e ou le 9e des travaux d'Hercule. Et alors, je me disais, en pensant à vous et en pensant à Baudelaire, que l'on croit que la censure était le fait des temps révolus. Elle a été le fait du prince, elle a été le fait de l'Église. Souvenez-vous de l'index de 400 ans, où il y avait des présences très remarquables. Elle était aussi le fait du pouvoir académique. Souvenez-vous des querelles entre Rabelais et la Sorbonne, pour être plus contemporain, Lisan et les chiens de garde.
Aujourd'hui, de qui est-elle le fait? C'est un peu complexe. Parce que la censure n'est ni de gauche ni de droite. On la croit liée aux régimes autoritaires, et c'est vrai que dans les régimes autoritaires, elle est explicite, organisée, elle s'annonce comme telle, et probablement, elle est plus facile à être combattue. Dans les régimes démocratiques, elle est plus sournoise, plus oblique, plus diffuse. Et vous avez à cet égard de merveilleuses réflexions de Tocqueville lorsqu'il vous parle de la démocratie en Amérique, en vous disant ce que peut faire le poids du nombre, la dictature de la démocratie, le poids du nombre, comme une manière d'offenser la liberté, comme une manière de porter atteinte aux verticalités. Tocqueville, il y a longtemps déjà. Alors, mesdames et messieurs, si je vous dis ça, c'est parce que, venant du siècle qui s'achève, je me suis dit, est-ce qu'il y a encore des rémanences de cette censure? Ou parce que sous nos latitudes, nous croyons que nous sommes infiniment libérés, parce que nous avons un corpus des droits de l'homme, est-ce que nous ne sommes plus victimes de rien, que non pas? Rien qu'au XXe siècle, pour vous citer quelques exemples. En 1956, Pauvert est embastillé pour l'édition de Justine, de Juliette, ou encore La philosophie dans le boudoir. Quelques années après, Pauline Réal, les livres sur Histoire d'eau sont interdits. Miller, Les jours tranquilles à Clichy ou Sexus sont envoyés au pilon. Les larmes des roses de bataille. Et nous ne parlons pas du bête du XIXe siècle, nous parlons du siècle qui vous a vu naître, et moi vieilli. Et donc, je suis surpris de cela. Et je crois que nous devons y prendre garde. La censure n'est pas un phénomène aboli. Et si je devais interroger les uns les autres en disant qu'est-ce qui caractérise vos vies, votre civilisation, votre jeunesse, vous me répondriez sans aucun doute, notamment la liberté. Et vous n'en doutez pas, notamment en France, puisque le bruit court que vous l'auriez inventé. En tout cas, vous n'en doutez pas. Mais la liberté, c'est comme tous les principes. Elle se définit aussi par ses limites. Et il y a ceci d'intellectuellement troublant de penser que ce qui assoit le principe est ce qui le borne. À vrai dire, ce qui renforce ou était le principe, c'est ce qui le nie. Concevez une liberté sans limite, vous n'avez plus de liberté. Et voilà ce qui me trouble beaucoup, et le cas de Baudelaire est un cas assez étonnant. On verra ce qu'a à dire l'exécrable Pinard. Mais je comprends bien qu'il y ait une morale. Peu de choses m'y portent. Mais admettons que les peuples peureux aient besoin de cette petite laine des frileux. Mais la limite que la morale impose à la liberté est un vaste sujet. C'est probablement un des sujets philosophiques les plus importants. Parce que vous comprenez bien que la liberté relève du principe, c'est de l'intemporel. La morale, c'est circonstanciel, c'est local. C'est au fond de l'ordre du dérisoire. C'est abominablement concret. Voilà que le divin du principe, déterré du principe, est borné par ce qui n'est que factuel. Vous voyez bien la différence de nature entre ce qui proclame et ce qui interdit. Pourtant, nous vivons de ça. Alors, est-ce que c'est vraiment un problème réservé au XXe siècle? J'ai eu la curiosité, en venant ici, de penser à quelques tristesses récentes. Renaud Camus, qui est un merveilleux auteur français, persécuté. Richard Millet, qui est un fabuleux écrivain, lisez Le goût des femmelettes, a écrit quelques pages sur l'assassinat perpétré par Breivik. La presse, qui est le nouvel organe de la censure, a complètement tué cet ouvrage. Super ouvrage sur la beauté du crime, comprenez-moi bien. Non pas parce qu'on a tué quelques socialistes, ce qui naturellement est toujours un grand méfait, mais parce qu'il y a une beauté du crime. Et parce que, je ne sais pas votre sensibilité, Monsieur le Président, et j'aurais souhaité m'en assurer avant de me permettre certaines digressions. Parce que, vous savez, c'est tout l'orateur que je suis, de temps en temps, cherchant l'idée, je me plais dans une topique singulière à évoquer les problèmes qui me sont familiers de gêne. Ma femme me dit toujours, qui est la gardienne de mes propos,
ne tient pas des propos politiques que en France. Garde à l'esprit qu'ils sont presque tous de gauche. À vrai dire, Monsieur le Président, j'étais français avant la révocation des licences. J'en ai de bons souvenirs. Et si je n'avais pas dû émigrer au moment de cette révocation, j'aurais assurément émigré en 89, probablement en 1848, certainement en 1870. Je ne doute pas que j'aurais quitté notre territoire en 1936, je serais parti en 1968, en 81, et il y a à peu près 9 mois aussi. Donc, le central de propos politiques, après cette précaution oratoire, j'en reviens à la censure et je commencerai par vous parler de 1857. Richard Millet. En revanche, Catherine Millet et c'est assez si charnel ne pose de problème à personne. Le Renaud Camus. En revanche, quand cette jeune autrice, bien sûr, c'est des vocabulaires féminisants, cette jeune auteure, je ne sais pas comment on dit en France, chez nous, une digression, Monsieur le Président. Je m'obstine à appeler les choses par leur nom et avoir davantage de fidélité à la grammaire et à l'académie qu'au mouvement féministe. En conséquence, un auteur serait une femme est toujours un auteur. En Suisse, un peu gangréné par les vents qui viennent de chez nous, en Suisse, on les appelle des auteurs, eux, des autoresses parfois, des autrices quand on est vraiment ambitieux, ce qui m'a un peu d'embarras, comment appeler une femme qui écrit. Un malentendu, donc, une femme qui écrit. Oui, mais ce n'est pas de ça que je voulais vous parler. Je voulais vous parler d'un incroyable liberté qui faisait le commentaire clinique de son rapport incestueux avec son père, c'est Madame Rambaud, ce père, qui n'a froissé la censure d'aucune manière, qui n'a brisé aucune des sensibilités puritaines que je vous ai vues. Et donc vous voyez qu'aujourd'hui la censure n'est plus tout à fait autour de la morale. En tout cas, plus autour de la morale et du sexe, pour faire court. Mais quelque chose a assuré la relève de la morale bourgeoise et religieuse. La bien-pensance. Aujourd'hui, les censeurs, ce n'est plus l'État, ce n'est plus l'Église, ce n'est plus l'autorité académique, c'est assurément les médias. Et puis, notre conscience collective, notre censure est abominable parce que nous l'avons intériorisée. Vous pouvez combattre l'ennemi. Nous ne pouvons pas combattre nos consciences à l'identique, nos pensées alignées, qui apparemment sont un fruit d'une évolution heureuse, mais qui fait qu'aujourd'hui, nous pensons tous de la même manière. Même vous, Monsieur le Président, qui n'est pas de gauche, même moi qui ne suis certainement pas, mais tous ici sont d'une manière ou d'une autre démocrates. Qui encore pourrait exalter les sociétés élitaires? Ne pas être démocrate, par goût, l'être par défaut. Tous ici ne doutent pas que les hommes aient une âme, et notamment que les femmes en soient pourvues depuis le concile de Tours du 7e siècle. Tous ici pensent qu'il n'y a pas de race. Pourquoi pas? Vous en êtes au point d'abolir le mot de votre constitution. Chacun est persuadé que la porte de tous à la civilisation est le même, qu'il y a autant de talent dans un masque de Gon que dans les sculptures de Michel-Ange. Je le pense aussi, sans doute. Tous pensent que le sacré ne mérite plus d'être célébré. Et ne pas avoir le sens du sacré, vous qui connaissez les étymologies, c'est ne pas avoir le sens des hiérarches. Nous pensons tous la même chose. Et nous sommes les censeurs. Les pensées discordantes, dissonantes, apparaissent comme des indécences insolites. Prenons garde. À force de penser bien, nous croyons bien penser. À force d'avoir de la morale dans nos pensées, elles manquent d'envol, d'intensité. Nos âmes sont molles à force de croire qu'il faut penser justement avec morale. 1857, bien sûr. Alors, c'est le deuxième empire et l'apogée. C'est la fin de la guerre de Crimée. Sauf erreur, c'est à ce moment-là que commence la percée de l'isthme de Suez. Politiquement, la France est déjà nostalgique de sa révolution ratée, mais elle s'attend à de probables métastases. 48, on sera eu, notez,
et c'est tout à fait intéressant, que Baudelaire a été révolutionnaire en 1848. Et il aura ces mots tout à fait extraordinaires plus tard, en commentant, il a même écrit quelques articles dans une gazette subalterne. Il aura quelques mots plus tard, en commentant sa jeunesse révolutionnaire, il dira: qu'est-ce que c'est qu'un révolutionnaire? C'est quelqu'un qui a le goût pathologique de la destruction. C'est quelqu'un qui a une revanche à prendre. C'est quelqu'un qui a quelques lectures. Et qui vit le frisson littéraire. Je me dis cela parfois quand je pense aux révolutionnaires qui m'arrivent de croiser sous votre latitude. Et je me dis cela parfois lorsque j'ai le bonheur de franchir ces frontières pour venir dans ce pays que j'aime inconditionnellement, ne serait-ce que parce qu'il a eu un XVIIe siècle. Alors, un révolutionnaire, que le goût de la destruction, on croit que c'est l'idéal, que l'on part, c'est une revanche sur soi, quelques mauvaises lectures, et le vertige littéraire de la Révolution. Ça, c'est Baudelaire en 1848. Mais nous sommes en 1857, Baudelaire a 36 ans. Je vous disais la situation politique. Paris avait 1 million d'habitants. Haussmann était en train d'embellir vos boulevards. Bizet venait d'avoir le prix de Rome. Berlioz avait écrit Les Troyens incartables. Et le monde littéraire, Stendhal est mort depuis 10 ans, Balzac est mort depuis 8 ans, Musset vient d'entrer à l'Académie, Hugo est à Guernsey où il tonne contre Napoléon le Petit, Garavani caricature, Daumier aussi, les Goncourt écrivent leur journal, Sainte-Beuve critique, et puis il y a un salon. Et ça joue un rôle dans ce que j'aurais exposé tout à l'heure lorsque je défendrai Baudelaire. Il y a le salon de la princesse Mathilde, qui a failli, qui est la cousine de Napoléon, qui a failli l'épouser, mais qui, à défaut de l'épouser, a épousé, je crois, un Polonais, et tient un salon où se réunit, dans la tradition du XVIIIe siècle, de Madame de Tencin, du Défend, la marquise Lambert, se réunit toute l'intelligence française. Et à l'époque, lorsqu'on parle de l'intelligence française, on parle presque de l'intelligence tout court. Car sachez, quel que soit votre aimable déclin, qu'il fut un temps où il y avait une parfaite coïncidence entre l'intelligence et la France. 17e, le 18e, si on accepte la Révolution, le 19e, par Baudelaire notamment, mais la chance, je n'aurais pas dû partir, la chance que vous aviez et que vous avez d'avoir été le peuple si fécond, si intellectuellement prodigieux. D'autres ont eu quelques écrivains et quelques artistes. Bien sûr, je ne néglige pas l'Italie du Quattrocento, ni l'Athènes de Périclès, ni le siècle d'Auguste. Je ne néglige rien. Mais la France, du temps révolu. Ce que ce pays était fécond et beau et abondant, Dieu qui a honoré l'homme. Politiquement, c'est autre chose, mais Dieu qui l'a honoré. Maintenant, j'en reviens au salon de